Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle e-live consacrée au traitement par pompe à insuline. Et en 2020, on ne peut pas parler de pompe à insuline sans parler également des capteurs de glucose et de la commercialisation prochaine en France, en tout cas nous l'espérons, des pancréas artificiels, en tout cas ceux qui ont obtenu ce qu'on appelle le marquage CE. Concernant le traitement par pompe à insuline, il faut savoir que on a environ en France 40 000 personnes qui sont traitées par ce type de traitement. Et les questions que vous vous posez peut-être, c'est en quoi consiste ce traitement, à qui s'adresse-t-il, quand faut-il le prescrire, quelle pompe faut-il choisir, est-ce que cela est contraignant, quel avantage, quel inconvénient. Voilà, donc c'est à l'ensemble de ces questions que je vais m'efforcer de répondre aujourd'hui. Alors, si je devais définir la pompe en une phrase, je dirais que la pompe à insuline est un petit boîtier qui contient un réservoir d'insuline et un moteur qui va envoyer l'insuline en continu dans le tissu sous-cutané du patient par un petit tuyau qu'on appelle un cathéter. Les premières pompes qui ont été commercialisées, ce sont donc des pompes avec cathéter. Le problème, c'est que ce cathéter a été considéré par de nombreux patients diabétiques comme une sorte de fil à la patte, si bien que les industriels ont développé maintenant des pompes à insuline plus petites, dont le réservoir est directement relié au tissu sous-cutané par un patch. C'est ce qu'on appelle donc les pompes patch, qui sont commercialisées en France sous le nom de pompe Omnipod. Alors, les premières pompes qu'on a eues fonctionnaient de manière isolée, mais avec le développement des capteurs de glucose, les industriels, peu à peu, ont essayé de connecter en fait la pompe au capteur de glucose. C'est ce qu'on appelle donc les pompes connectées, et c'est des pompes qui sont déjà commercialisées en France et qui permettent, en réponse ou en prévision d'une hypoglycémie, à la pompe d'interrompre l'infusion continue d'insuline. Donc c'est déjà un progrès important. Et de plus en plus, on travaille donc sur des algorithmes intégrés à la pompe, ce qu'on appelle des pompes intelligentes, qui vont communiquer donc avec le capteur de glycémie de manière à infuser en continu et de manière autonome de l'insuline. C'est le pancréas artificiel sur lequel nous aurons l'occasion largement de revenir durant cette e-live. Alors, une première question, je vois, de Florence, qui me demande, donc, concernant le pancréas artificiel, qui peut en bénéficier? Alors, je vous rappelle donc ce que c'est, donc je viens de le dire, mais enfin, je vous rappelle ce que c'est que le pancréas artificiel. Le pancréas artificiel, c'est pas un organe qu'on implante, hein, ça n'a rien à voir. C'est en fait trois choses. D'une part, un capteur de glycémie, qui va en permanence renseigner la pompe sur le taux de glycémie du patient. Et cette pompe à insuline est dotée d'une sorte de cerveau qu'on appelle un algorithme. Et cet algorithme va permettre, en réponse donc aux renseignements que lui fournit le capteur, de déterminer la quantité d'insuline à administrer au patient. Alors, on parle de pancréas artificiel, on parle de boucle fermée, mais c'est un abus de langage, parce qu'en réalité, la pompe, si elle est capable de fonctionner de manière automatique en dehors des repas, il faudra quand même que le patient annonce ses repas, parce que la pompe n'est pas capable, au moment des repas, d'envoyer de l'insuline, d'anticiper la quantité d'insuline à envoyer. Donc le patient devra quand même annoncer ses repas, donc matin, midi et soir.
Voilà, et la pompe a également du mal encore, avec les algorithmes actuels, à s'adapter également à l'activité physique et aux émotions du patient. Donc vous voyez qu'on est encore sur des algorithmes qui sont certes de plus en plus perfectionnés, mais on travaille encore sur des algorithmes de plus en plus intelligents qui permettraient aux patients d'être complètement déchargés de la gestion donc, de sa pompe, ce qui n'est pas le cas encore actuellement. Alors, qui peut en bénéficier? Il faut savoir que le pancréas artificiel est déjà commercialisé, par exemple, aux États-Unis, à travers ce qu'on appelle le système 670G, qui est commercialisé depuis et remboursé depuis 2017 aux États-Unis. En France, le pancréas artificiel, c'est encore à travers des essais cliniques, mais on attend, comme je vous l'ai dit, sa commercialisation quand même sous peu. Dans le service d'endocrinologie du centre hospitalier de Perpignan, on va démarrer au mois de septembre. Ça devait démarrer déjà avant, mais malheureusement à cause du Covid, on a dû différer. On va démarrer donc une étude en vie réelle donc, du pancréas artificiel, du système 670G. Et les patients qui actuellement peuvent bénéficier du pancréas artificiel, ce sont essentiellement des patients diabétiques de type 1. Dans l'étude qu'on va initier donc en septembre, ce sera des patients diabétiques de type 1 dont l'hémoglobine glyquée se situe entre 6,5 et 12%, qui n'ont pas déjà de pompe connectée et qui ont au moins 8 unités d'insuline par jour. Voilà, donc voilà les critères d'inclusion pour l'étude qu'on va mener en septembre, évidemment également en collaboration avec d'autres centres, donc en septembre, en espérant après d'avoir donc la commercialisation du système 670G. Voilà, à terme, donc ceux qui pourront, je pense, bénéficier du pancréas artificiel, ce sera donc quand même, je vous l'ai dit au départ, en tout cas, des patients diabétiques de type 1, des patients diabétiques de type 1 qui soient quand même capables d'annoncer leur repas, comme je vous l'ai dit, donc de compter les glucides. Donc il faudra quand même que ces patients soient capables d'accepter une éducation donc, au comptage des glucides. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, Annick Milovidov, c'est encore une autre question sur une pompe qui fonctionnerait de manière autonome. Donc, je pense qu'elle parle du pancréas artificiel. Donc, comme je vous l'ai dit, les deux pancréas artificiels qui sont les plus avancés, donc qui ont obtenu ce qu'on appelle le marquage CE. Le marquage CE, c'est ce qui en général précède le remboursement et donc la commercialisation et le remboursement d'un dispositif. Donc il y a deux dispositifs actuellement qui ont obtenu le marquage CE. Le dispositif donc, développé par Minimed, ce qu'on appelle la pompe 670G, donc qui fonctionne avec un capteur qu'on appelle le capteur Enlight. Et l'autre système, c'est le système Diabeloop, qui fonctionne avec une pompe patch qu'on appelle la pompe Kaleido, associée à un capteur de glucose qu'on appelle le capteur Dexcom G5. Mais dans ce système Diabeloop, l'algorithme n'est pas intégré dans la pompe. C'est un troisième élément qui est donc dans un smartphone. Donc là, vous avez trois éléments distincts. Le capteur de glucose, donc le Dexcom G5, la pompe, donc la pompe patch Kaleido, et l'algorithme qui est contenu donc dans un smartphone. Donc voilà les deux systèmes les plus avancés en France. On a un troisième système également qui est bien avancé, qui s'appelle le système Tandem Control IQ. Donc c'est avec une pompe qui est arrivée nouvellement sur le marché, qui s'appelle la pompe T-Slim X2, qui est commercialisée donc par la société Tandem, et qui va être connectée avec un capteur qu'on appelle le capteur Dexcom G6, qui a l'avantage par rapport aux autres capteurs de ne pas nécessiter de calibration. Parce que vous savez que sinon les autres capteurs, que ce soit le capteur Enlight ou le capteur G4 ou G5,
il nécessite, pour être fiable, 2 calibrations par jour. Donc le Dexcom G6, lui, ne nécessitera plus de calibration. L'autre avantage du Dexcom G6, c'est qu'il pourra, le capteur pourra être utilisé pendant 10 jours, alors qu'actuellement c'est 5 à 6 jours pour le capteur G5 ou G4 et pour le capteur Enlight. Voilà. Quelqu'un me dit qu'il est diabétique et qu'il ne veut plus faire de glycémie capillaire. Donc vous savez qu'actuellement, actuellement et depuis déjà 4 à 5 ans, on a vu arriver le capteur freestyle libre qui a permis donc de délivrer en quelque sorte les patients de la contrainte des glycémies capillaires. Donc le capteur freestyle libre, c'est quoi? C'est un capteur qu'on met à la face postérieure du bras, qu'on change tous les 14 jours, et le patient peut ensuite scanner, c'est-à-dire voir son résultat soit en utilisant le lecteur freestyle libre, soit son smartphone. Grâce à une application qu'on appelle l'application LibreLink et qui permet donc de scanner. Donc c'est vrai que ce nouveau système permet d'éviter de faire des glycémies capillaires. Et puis, on en a parlé, hein, il y a aussi les autres capteurs de glucose qui, eux, sont un petit peu différents. Le capteur Enlight et puis les capteurs dits Dexcom, donc le G4, le G5 et bientôt le G6. Qui, eux, nécessitent, comme je vous l'ai dit, 2 calibrations par jour, sauf le G6 qui, comme je vous l'ai dit, ne nécessitera plus de calibration. Alors, quelqu'un me dit, pour la pompe à insuline, est-ce qu'il y aurait un bénéfice pour éviter les lipodystrophies par rapport au stylo? Oui, alors là, oui, pour plusieurs raisons. Quand vous êtes diabétique, en tout cas diabétique de type 1, que vous avez généralement en fait 4 injections d'insuline. Donc une injection matin, midi et soir au moment des repas et une injection d'insuline lente pour couvrir les besoins dehors des repas. Donc ça fait 4 injections par jour. Avec une pompe à insuline, vous avez besoin de changer le cathéter ou de changer sinon la pompe que tous les 3 jours. Donc, au lieu de 4 piqûres par jour, c'est une piqûre tous les 3 jours. Enfin, même pas une piqûre, mais l'insertion du cathéter tous les 3 jours. Donc, effectivement, il y a moins de risques de par la moindre fréquence des piqûres, donc moindre risque de lipodystrophie. Néanmoins, on demande quand même aux patients de ne pas mettre la pompe toujours au même endroit. Malgré tout, il faut varier les sites d'injection puisque ce qui favorise les lipodystrophies, ce sont soit les injections toujours au même endroit, soit les points d'insertion du cathéter ou de mettre une pompe, ensuite même une pompe patch, toujours au même endroit. Voilà. Donc il faut vraiment varier les sites d'injection. Alors, les critères pour bénéficier de la boucle fermée et du pancréas artificiel, j'en ai parlé, je viens de répondre déjà à cette question. Je vous ai dit que pour l'instant, ces critères, dans la vraie vie et en dehors des études cliniques, on ne les connaissait pas vraiment puisque actuellement en France, il n'y a pas encore de commercialisation et de remboursement du pancréas artificiel. En revanche, dans les études cliniques, on prend en général des patients diabétiques de type 1, dont l'hémoglobine glyquée se situe entre 6,5 et 12, et 12%, donc vous voyez, c'est quand même assez large. Des patients qui ont une pompe à insuline depuis au moins 6 mois, donc qui ont déjà l'expérience de la pompe, et qui ne sont pas déjà sous pompe connectée. Hein, si vous avez une pompe déjà connectée, c'est-à-dire une pompe 640G avec ce qu'on appelle la fonction Smart Guard, c'est-à-dire ce qui permet l'arrêt prédictif d'hypoglycémie, vous ne pouvez pas bénéficier du pancréas artificiel. Donc actuellement, je vous l'ai dit, dans l'étude qu'on appelle l'étude EQUAL, qui va démarrer donc dans notre service à partir du mois de septembre, les critères d'inclusion, ce sera d'être diabétique de type 1, d'avoir une hémoglobine glyquée entre 6,5 et 12%,
50%, d'avoir une pompe depuis au moins 6 mois et non connectée, et d'avoir au moins 8 unités d'insuline par jour, et d'être capable de rentrer ces glucides dans la pompe, puisque comme je vous l'ai dit, on parle abusivement de boucle fermée, mais il s'agit en fait d'un pancréas dit hybride, c'est-à-dire qu'il y a quand même nécessité au moment du repas d'une intervention du patient pour annoncer la quantité de glucides qu'il va consommer. Alors, Matt me demande à qui s'adressent les pompes à insuline. Est-ce que ça s'adresse aux diabétiques de type 1 ou aux diabétiques de type 2 ou aux deux? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, jusqu'en 2014, c'était essentiellement des patients diabétiques de type 1 qu'on mettait sous pompe à insuline. En 2014, une grande étude qui s'appelle l'étude Op2-DEMISE, qui est une étude réalisée sur plus de 300 patients diabétiques de type 2 et qui est une étude randomisée, donc une étude sérieuse, et qui a été publiée sur un journal prestigieux, a pu démontrer que chez des patients diabétiques de type 2 obèses, dont l'indice de masse corporelle était supérieur à 30 et qui avaient des besoins en insuline importants, eh bien, chez ces patients diabétiques, quand on mettait une pompe à insuline, on améliorait par rapport à ceux qui étaient sous multi-injection, on améliorait l'hémoglobine glyquée d'environ moins 0,5 points. Donc on faisait baisser de moins 0,5 points l'hémoglobine glyquée. Et on permettait aux patients de diminuer d'environ 20% ces doses d'insuline. Il n'y avait pas de prise de poids. Donc grâce à cette étude, on a pu voir que le traitement par pompe à insuline pouvait également s'adresser aux patients diabétiques de type 2. Et c'est ainsi que s'est démocratisé l'utilisation des pompes chez le patient diabétique de type 2. Nous, je peux vous dire que dans le service, depuis 2014 et depuis donc que cette étude a été publiée, on a beaucoup de patients diabétiques de type 2 qui sont sous pompe et avec des résultats tout à fait satisfaisants. Alors bien entendu, l'utilisation de la pompe à insuline chez un patient diabétique de type 2 n'est pas du tout la même que chez un patient diabétique de type 1, parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Donc par exemple, ce qu'on appelle les fonctions avancées de la pompe, on ne les utilisera pas forcément chez un patient diabétique de type 2. On utilisera la pompe un peu à minima chez le diabétique de type 2. Donc pas la même utilisation. Et même chez des patients qui présentent des troubles cognitifs, on peut tout à fait le mettre, et ce n'est pas un obstacle à l'utilisation de la pompe, à condition que le prestataire de service qui fait le lien en fait entre l'hôpital et le patient, eh bien à condition que ce prestataire de service forme une infirmière à domicile, donc qui va passer régulièrement chez le patient pour l'aider à gérer sa pompe si nécessaire. Mais la plupart des diabétiques de type 2, néanmoins, ne nécessitent pas d'infirmière à domicile, et au bout d'un moment, ils sont tout à fait autonomes dans la gestion de leur pompe. Donc c'est vraiment une très bonne alternative chez le patient diabétique de type 2. Alors bien entendu, pas chez tous les diabétiques de type 2, mais chez des patients diabétiques de type 2 qui nécessitent de l'insuline et qui ont des besoins en insuline importants, l'utilisation de la pompe, en général, améliore les choses. Alors, quelqu'un me dit, je dois être hospitalisé pour une mise sous pompe, mais je ne veux pas être hospitalisé pendant 5 jours. Est-ce que c'est possible? Alors, c'est tout à fait possible. Actuellement, les mises sous pompe dans le service, on les fait soit effectivement en hospitalisation sur 2 jours et demi, mais on les fait également en hospitalisation sur une journée, donc ce qu'on appelle l'hospitalisation de jour. Donc le patient est d'abord vu 2 ou 3 fois par ce qu'on appelle le prestataire de service qui va réaliser ce qu'on appelle la prééducation à la pompe. Et une fois que le patient sait utiliser sa pompe, eh bien, il va être hospitalisé dans le service, on va lui mettre en place le traitement, et le soir même, il va sortir chez lui et il va être régulièrement revu par le prestataire, et une semaine après, il sera revu en ambulatoire dans le service par l'infirmière d'éducation et un médecin pour ajuster, si besoin, les doses d'insuline.
Alors, quelqu'un me demande où on en est au niveau de la prise en charge des capteurs de glucose et du pancréas artificiel par la sécurité sociale. Donc, j'ai répondu en partie à ces questions. Concernant les capteurs de glucose, les capteurs de glucose, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est des capteurs qui vont mesurer le taux de sucre, non pas directement dans le sang, mais dans ce qu'on appelle le tissu sous la peau, le tissu interstitiel, qui est un bon reflet de la glycémie au niveau sanguin. Alors, ce n'est pas néanmoins la même chose, on ne mesure pas tout à fait la même chose, puisqu'on mesure la glycémie donc, dans le tissu interstitiel, donc ce n'est pas tout à fait la même chose qu'au niveau capillaire, au niveau sanguin. Il y a un petit retard en général de l'ordre de 10 minutes, si bien qu'on n'obtient pas tout à fait les mêmes valeurs quand on contrôle au bout du doigt ou quand on contrôle par un capteur de glycémie. Néanmoins, il y a une grande fiabilité de ces capteurs qui permettent leur utilisation. Donc, le principal capteur utilisé actuellement, c'est le capteur Freestyle Libre, qui est utilisé à la fois chez les patients diabétiques de type 1. Donc, les diabétiques de type 1, ils y ont droit dès lors qu'ils sont sous pompe ou sous basal bolus. Donc, un diabétique de type 1, il est remboursé par la sécurité sociale en ce qui concerne donc, le Freestyle Libre. Pour les patients diabétiques de type 2, tous les patients diabétiques de type 2 n'ont pas droit au remboursement pour le Freestyle Libre. Le remboursement pour le Freestyle Libre pour les types 2, c'est uniquement lorsqu'ils sont sous insuline et lorsqu'ils ont au moins 3 injections d'insuline ou plus, ou bien lorsqu'ils sont sous pompe. Voilà les deux indications de remboursement chez le diabétique de type 2. Un diabétique de type 2 sous 3 injections d'insuline ou plus, ou un diabétique de type 2 sous pompe à insuline. Voilà. Alors, le Freestyle Libre, le laboratoire Abbott qui commercialise le Freestyle Libre a mis au point également ce qu'on appelle le capteur Freestyle Libre 2, qui est plus performant que le Freestyle Libre, d'abord parce qu'il est plus fiable, encore plus fiable, encore plus proche des résultats de la glycémie sanguine, d'une part, et d'autre part parce qu'il permet, de manière optionnelle, mais il permet de mettre en place des alarmes. Donc si vous êtes en hypoglycémie ou si vous êtes en hyperglycémie, eh bien il va y avoir une alarme qui va se mettre en place et qui va donc vous informer que vous êtes en hypo ou que vous êtes en hyperglycémie. Donc voilà l'avantage du Freestyle Libre 2 par rapport au capteur Freestyle Libre habituel. Le problème de ce capteur Freestyle Libre 2, c'est qu'il n'est pas encore remboursé par la sécurité sociale. Donc actuellement, pas de remboursement du Freestyle Libre 2, un remboursement uniquement des capteurs Freestyle Libre habituels. Pour ce qui est des autres capteurs de glucose, ce qu'on appelle les capteurs Enlight ou le capteur Dexcom, donc Dexcom G4 ou G5 actuellement. Le Dexcom G4, le capteur Dexcom G4 et le capteur Enlight sont remboursés sous certaines conditions par la sécurité sociale. Ils sont remboursés lorsque le patient a une pompe 640G, enfin en tout cas pour l'Enlight, une pompe 640G qui est avec ce qu'on appelle la fonction arrêt prédictif hypo. Et dans ce cas-là, le remboursement se fait lorsque le patient est diabétique de type 1 et lorsqu'il fait soit beaucoup d'hypoglycémie, donc au moins 2 épisodes d'hypoglycémie sévère, ou lorsque l'hémoglobine glyquée reste supérieure à 8%. Donc dans ces conditions-là, ils ont droit au remboursement. Voilà. Le Dexcom G5, lui, n'est pas remboursé, et le Dexcom G6, qui, comme je vous l'ai dit, ne nécessite pas de calibration, n'est pas non plus actuellement remboursé par la sécurité sociale. Quant au pancréas artificiel, quel qu'il soit, aucun n'est actuellement remboursé en France par la sécurité sociale. Ces pancréas artificiels sont uniquement utilisés actuellement en France dans le cadre d'études cliniques. Mais nous espérons leur remboursement, puisque les pancréas artificiels ont quand même montré par rapport aux pompes non connectées, donc aux pompes simples, qu'ils amélioraient l'hémoglobine glyquée, qu'ils augmentaient le temps passé dans la cible, c'est-à-dire entre 0,70 g et 1,80 g de 10 à 15%,
qu'il diminuait de 50% les hypoglycémies. Donc grâce à ces résultats, on devrait pouvoir obtenir une commercialisation et un remboursement, mais on est encore en attente. Alors, quelqu'un me demande quelle est la pompe associée au Dexcom G6. Alors, la pompe qui est associée au Dexcom G6, il va y en avoir plusieurs donc, dans le cadre du pancréas artificiel. Donc, il y aura la pompe. Donc là, il y a la pompe Kaleido, mais qui n'est pas commercialisée en France, qui sera associée donc au Dexcom G6 dans le cadre donc de l'étude Diabeloop sur le pancréas artificiel. Et puis, ce qu'on va avoir bientôt, c'est la Tandem, donc la pompe Tandem, pompe T-Slim X2, qui sera associée au Dexcom G6 dans le cadre d'abord de ce qu'on appelle le basal IQ, c'est-à-dire l'équivalent, ce sera une connexion mais qui ne sera pas un pancréas artificiel, et prochainement dans le cadre d'un pancréas artificiel, dans le cadre de ce qu'on appelle le contrôle IQ, où là il y aura carrément une autonomisation de la pompe qui va donc fonctionner de manière autonome, en tout cas en dehors des repas et pendant la période nocturne. Alors, quelqu'un me demande ce que j'en dis pour un enfant de 11 ans. Alors, il faut savoir que la pompe à insuline est particulièrement indiquée chez les enfants. Donc, on met des enfants très jeunes sous pompe à insuline dès la période, dès la toute petite enfance, avec des résultats excellents. Les essais sur le pancréas artificiel ont été menés à partir de l'âge de 7 ans. Donc pour un enfant de 11 ans, on a à la fois des résultats satisfaisants pour la pompe à insuline simple, mais également pour les pompes connectées et les pancréas artificiels. Alors Amat me demande si la pompe permet de réduire les quantités d'insuline. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, au sujet notamment des patients diabétiques de type 2. Si vous êtes patient diabétique de type 2, que vous avez de fortes doses d'insuline, le fait de mettre une pompe à insuline, c'est pas moi qui le dis, ça a été démontré par cette fameuse étude dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'étude Optimize. Elle a démontré que l'utilisation d'une pompe à insuline permettait de diminuer de 20% les besoins en insuline. Donc oui, la pompe permet de réduire la quantité d'insuline par rapport au stylo, parce que c'est une infusion continue d'insuline, donc c'est un traitement qui est plus physiologique qu'une injection discontinue. Alors, Kaïssa me demande à quel stade doit-on avoir cette pompe. Alors, il faudrait, Kaïssa, que vous me précisiez si vous êtes diabétique de type 1 ou diabétique de type 2. Si vous êtes diabétique de type 1, il n'y a pas de stade à laquelle vous pouvez avoir la pompe dès le départ, alors peut-être pas dans les 6 premiers mois qui suivent la découverte, mais à partir de 6 mois de diabète de type 1, on peut tout à fait envisager un traitement par pompe à insuline. Chez le patient diabétique de type 2, c'est différent, puisque au départ, on va privilégier plutôt les thérapeutiques qui ne sont pas à base d'insuline, donc les antidiabétiques oraux, les règles diététiques, l'activité physique. En revanche, quand vous commencez à avoir besoin d'insuline, et a fortiori si vous commencez à avoir des besoins d'insuline qui dépassent une injection par jour, c'est là où on va pouvoir vous proposer la pompe en substitution de votre traitement par insuline discontinue. Alors Maëva me demande si le Dexcom G5 est arrivé. Oui, il est commercialisé. Le problème, c'est qu'il n'est pas remboursé, le Dexcom G5. Et je pense qu'il ne sera jamais remboursé dans la mesure où il va être supplanté par le capteur Dexcom G6 qui a l'avantage par rapport au G5, comme je vous l'ai dit, de pouvoir... le capteur, on peut l'utiliser pendant 10 jours au lieu de 6 jours. Ça, c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage majeur, c'est qu'il ne nécessite pas de calibration, donc plus besoin de faire des glycémies capillaires.
Gilou me demande à quand le remboursement pour le freestyle libre 2. Alors malheureusement, je n'ai pas la réponse à cette question. J'ai essayé de sonder le laboratoire Abbott, mais ils ne m'ont pas donné plus de réponses. Voilà, donc pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez le freestyle libre 2, c'est à votre charge. C'est dommage parce que, comme je vous l'ai dit, il est encore plus fiable que le capteur freestyle libre 1. Et l'avantage, donc, c'est ces fameuses alarmes hypo et hyper. Alors, Maëva me demande, oui, donc comme je vous l'ai dit, le capteur G6 ne nécessite pas de calibration, donc c'est vraiment un avantage important par rapport aux autres capteurs de glucose comme le capteur Enlight ou les Dexcom G4 et G5. C'est pas une histoire d'arriver en France, le problème c'est d'obtenir le remboursement. Pour l'instant, le remboursement devait arriver, assez, enfin on nous l'annonçait comme d'arrivée proche avant le Covid. Le problème c'est qu'avec le Covid, un certain nombre de dispositifs et de remboursement, tous les dossiers de remboursement ont malheureusement été différés. Donc on attend encore le remboursement du Dexcom G6, j'espère que c'est pour bientôt. Alors, Maëva me dit: ma fille est en pompe 640G et capteur Dexcom G4 car ne supportait pas l'école du Enlight. Alors, Maëva, oui, le problème d'avoir une pompe 640G avec un Dexcom G4, c'est que malheureusement, autant la pompe 640G va pouvoir être connectée avec le capteur Enlight et fonctionner donc de manière connectée et donc permettre les préventions d'hypoglycémie par la fonction qu'on appelle la fonction SmartGuard, qui est donc un arrêt prédictif d'hypoglycémie. Si votre fille utilise le Dexcom G4, malheureusement pour des questions de secret industriel, le Dexcom G4 ne peut se connecter avec la pompe 640G, en tout cas pas directement. Donc si votre fille utilise le Dexcom G4, elle ne pourra pas utiliser la fonction arrêt prédictif hypo. Et c'est quand même dommage parce que une des raisons pour lesquelles on utilise la pompe 640G, c'est pour les gens qui font beaucoup d'hypoglycémie. Pour ces gens-là, le fait d'avoir une pompe connectée au capteur Enlight et le fait de pouvoir avoir cette fonction arrêt prédictif hypo, ça permet de limiter de manière drastique le nombre d'hypoglycémies de ces patients. Donc avant, c'était des patients qui passaient leur vie, qui passaient leur temps en hypoglycémie et donc à se sous-doser finalement de peur de faire des hypoglycémies avec donc des hémoglobines glyquées extrêmement élevées. Et grâce à ce système de connexion entre la pompe et le capteur, grâce à cette fonction SmartGuard, grâce à cet arrêt prédictif d'hypo, donc grâce à cette pompe connectée, eh bien, les patients gagnent très largement en qualité de vie. Voilà. Alors, Mohamed me demande s'il y a une avancée positive pour prétendre un jour à une vie normale pour les diabétiques. Alors, je le disais encore à un de mes patients hier, en 2020, malheureusement, il n'y a pas moyen véritablement de guérir le diabète. Alors, on a des avancées, par exemple, les greffes d'îlot en sont une. Néanmoins, les greffes d'îlot ne peuvent être proposées aux patients que sous certaines conditions, donc pas chez tous les patients diabétiques de type 1, loin de là. Et en plus, ces greffes d'îlot ne marchent qu'un temps, puisqu'au bout d'un moment, malheureusement, la maladie auto-immune qui est responsable du diabète de type 1 se remet donc sur les îlots greffés et donc l'insulino-indépendance qu'on avait obtenue au départ ne se maintient pas suffisamment dans le temps.
Actuellement, à un an, avec une greffe d'îlot, on a, en tout cas dans les centres performants, où l'isolement des îlots est correct, on a une insulino-indépendance qui est de l'ordre de 80%. Malheureusement, à 5 ans, on tombe déjà à 50%. Voilà. Donc il n'y a pas actuellement de traitement qui permettent de dire qu'on guérit le diabète. Voilà. Si on ne guérit pas le diabète, ça veut dire que le diabète, c'est une maladie chronique et que donc on peut tourner on peut tourner, je le dis souvent, on peut tourner le problème dans tous les sens. Et c'est ça la difficulté d'accepter le diabète, c'est la difficulté d'accepter les contraintes inhérentes au diabète. Néanmoins, je crois que actuellement en 2020, on peut dire que les contraintes sont beaucoup moins importantes qu'elles ne pouvaient l'être à un moment donné. Et c'est le but de toutes ces nouvelles technologies, c'est de vous affranchir au maximum des contraintes du diabète. Mais il en restera toujours un peu. Je vous l'ai dit, dans le pancréas artificiel, on peut rêver en disant bah, ça fonctionne de manière automatique, j'ai plus aucune charge mentale, j'ai plus à me préoccuper de mon diabète, mais la réalité est tout autre, puisque en fait, là, ça reste quand même de l'intelligence artificielle et les algorithmes, même aussi performants qu'ils soient, ne peuvent pas, en tout cas à l'heure actuelle, permettre d'anticiper les repas, d'anticiper les émotions, d'anticiper l'activité physique. Et donc, malgré tout, on ne peut pas éliminer toutes les contraintes. Maintenant, c'est sûr qu'il est possible, grâce aux pompes de plus en plus miniaturisées, grâce aux capteurs de plus en plus performants, grâce au pancréas hybride, pour ne pas dire artificiel, voilà, on arrive à minimiser quand même ces contraintes. L'insulinothérapie fonctionnelle aussi, c'est-à-dire apprendre à compter ses glucides pour retrouver une liberté alimentaire, ça aussi, ça fait partie des outils dont on dispose pour limiter au maximum les contraintes du patient et leur permettre de vivre la vie la plus normale qui soit. Alors, il y a d'autres questions. Alors, Orang me dit qu'elle a la Minimed et le capteur Enlight, elle souhaiterait avoir la Diabeloop. À quel moment pourra-t-on la prescrire? Alors, la Diabeloop, ce n'est pas une pompe, hein. Il faut comprendre que le Diabeloop, c'est le nom d'un système, c'est le nom d'un pancréas artificiel qui est constitué, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une pompe patch qu'on appelle la pompe Kaleido, mais qui n'est pas commercialisée en France, associée à un capteur qu'on appelle le capteur Dexcom G5. Et l'algorithme n'est pas inclus dans la pompe, mais est inclus dans un smartphone. Voilà. Donc actuellement, si vous voulez disposer de ce système, il faut que ce soit dans le cadre d'un essai clinique. Donc il y en a à Montpellier, il y en a à Grenoble, enfin voilà, il y a un certain nombre de centres hospitaliers, universitaires, qui testent ce système, mais qui n'est pas encore commercialisé. Et quant à la Minimed et le capteur Enlight, je vous l'ai dit, nous c'est ce qu'on va tester dans le service au mois de septembre. C'est le système Minimed, le système 670G, où la pompe 640G est remplacée par une pompe encore plus performante qui est la pompe 670G, qui est une pompe intelligente munie, comme je vous l'ai dit, d'un cerveau, d'un algorithme qui va être capable, en réponse à ce que va lui dire le capteur, d'administrer de manière automatique et de délivrer de manière automatique le débit d'insuline, en tout cas la nuit et en dehors des repas. Et il faudra, comme je vous l'ai dit, que le patient, au moment des repas, rentre la quantité de glucides, renseigne la pompe sur la quantité de glucides pour que l'algorithme puisse administrer le bolus nécessaire. Alors, Fanny me dit, les patients sportifs, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me demande, je pense que ce qu'elle me demande, c'est est-ce que
est-ce que les patients, les pancréas artificiels ont tenu compte en fait de l'activité physique et notamment pour les patients sportifs. Donc comme je vous l'ai dit, hein, les algorithmes actuels, en tout cas l'algorithme inclus dans la 670G, dans le système 670G, est un algorithme qui n'arrive pas à anticiper l'activité physique. Donc il faut là aussi que le patient renseigne sa pompe sur le fait qu'il va faire une activité physique, et là la pompe va pouvoir adapter la quantité d'insuline, enfin ajuster la quantité d'insuline. Dans le système Diabeloop, avec donc un algorithme qui est un peu différent, qui est même complètement différent de l'algorithme de la 670G, qui est un algorithme prédictif et non plus un algorithme feedback. C'est un algorithme prédictif. Bon, là on rentre vraiment dans des détails un petit peu complexes. Et donc cet algorithme-là, il est quand même plus performant, et au fur et à mesure, il va apprendre en fait à s'adapter à la vie du patient. Voilà. Donc il va apprendre progressivement à ajuster la quantité d'insuline quand le patient va faire une activité physique, mais ça ne dispensera pas quand même néanmoins le patient de devoir quand même renseigner la pompe sur l'heure et la durée de son activité physique. Alors, Jessica me demande quelle insuline il faut utiliser dans les pompes. Alors, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, le traitement par pompe, c'est une infusion continue d'insuline. Donc, à la différence des injections, on n'a pas besoin d'insuline retard puisqu'il y a une infusion continue d'insuline. Donc, on va utiliser uniquement de l'insuline rapide, soit de la Novorapid, soit de l'Humalog. C'est soit Novorapid, soit Humalog, la plupart du temps, qu'on utilise dans les pompes. L'Apidra, qui est l'autre insuline rapide, n'est pas toujours recommandée dans certaines pompes. Et quant à l'insuline ultra rapide, ce qu'on appelle la Fiasp, qui est commercialisée, on peut l'utiliser dans les pompes, mais elle n'a pas quand même été testée. Donc c'est vrai que ça peut des fois poser problème. Il peut y avoir des problèmes de précipitation avec cette insuline. Et d'ailleurs, dans la nouvelle pompe, qui est la pompe Tandem, il contre-indique même l'utilisation de la Fiasp, donc de l'insuline ultra rapide dans cette pompe. Donc c'est plutôt de l'insuline rapide qu'on utilise, type Novorapid ou Humalog. Mais le but, quand même, comme je vous l'ai dit, le but c'est d'avoir des insulines, d'avoir des pompes de plus en plus miniaturisées pour répondre aux désirs du patient. Hein. Plus vous avez une pompe petite, plus vous allez, comme je vous l'ai dit, hein, en 2020, le but c'est d'aller vers des contraintes de moins en moins importantes. Donc chez une femme, plus vous allez lui dire que la pompe est petite, plus vous allez la convaincre facilement d'utiliser ce type de traitement. Donc je sais qu'aux États-Unis sont à l'étude, et avec succès d'ailleurs, des insulines de plus en plus concentrées. On a même en particulier une insuline qui est 100 fois plus concentrée que l'insuline qu'on utilise actuellement, et de manière à réduire le volume de l'insuline, donc de réduire le volume du réservoir, et donc de pouvoir faire des pompes de plus en plus petites. Mais c'est encore à l'étude, c'est pas commercialisé encore en France. Alors Maëva me dit 8 unités par jour pour l'inclusion dans l'étude EQUAL, donc sur le pancréas artificiel à Perpignan. Oui, c'est 8 unités d'insuline au minimum, parce qu'on considère que si les patients ont des quantités d'insuline plus faibles, c'est qu'ils sont probablement peut-être en lune de miel, et que dans ces cas-là, c'est pas le bon moment de les inclure dans ce type d'étude. Mais vous me dites que les petits ne rentrent pas sur les tests. Si, parce que les enfants, c'est rare qu'ils aient moins de 8 unités d'insuline par jour. Donc si on compte la dose de rapide et les doses de lente, on est très souvent au-dessus de 10 unités, ce qui permettra d'inclure les patients, en tout cas à partir de 7 ans. Alors, Nabil me demande quel est le risque à long terme de la lipodystrophie pour les patients diabétiques de type 1. Comme je vous l'ai dit, les lipodystrophies, c'est des petites boules qui se forment dans le tissu sous la peau lorsqu'on injecte toujours au même endroit. Donc le risque à long terme, c'est de déséquilibrer son diabète par le biais d'une résorption totalement anarchique
de l'insuline, puisque quand vous avez une lipodystrophie, l'insuline en fait reste dans la lipodystrophie, donc d'où hyperglycémie, et tout d'un coup, pour une raison qu'on ignore, l'insuline va se résorber d'un coup, et là, elle va entraîner une hypoglycémie. Donc, le risque d'une lipodystrophie à long terme, c'est d'induire une véritable instabilité de votre diabète. Alors, Stéphane me demande comment on fait partie de l'étude EQUAL, donc sur le pancréas artificiel. Alors, Stéphane, je vous demanderai de vous référer au début de mon intervention, puisque j'ai déjà répondu à 2 reprises à cette question. Jessica me demande s'il faut être hospitalisé pour avoir une pompe. Là aussi, j'ai déjà répondu à cette question. Vous pouvez soit être hospitalisé à ce moment-là pendant 2 jours et demi, en général c'est ce qu'on demande aux patients, mais on peut aussi chez certains patients proposer une hospitalisation sur une journée seulement. Donc le patient rentre le matin et sort le soir, avec un suivi régulier à la fois avant la mise sous pompe et surtout après la mise sous pompe pour s'assurer que le patient est correctement équilibré. Alors, Séverine me dit qu'elle est diabétique de type 2 avec une pompe depuis février. Je ne sais pas quelle est votre question, Séverine, posez-la, n'hésitez pas. Voilà. Une dame me dit qu'elle est partante, alors j'imagine que... Alors je ne sais pas si elle me dit qu'elle dit déjà qu'elle est partante pour le pancréas artificiel. Alors pour les patients qui souhaitent participer à cette étude sur le pancréas artificiel, donc on débute au mois de septembre, donc l'étude EQUAL, il faut savoir qu'on a déjà réalisé des pré-inclusions, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de patients diabétiques de type 1 qui se sont, on suit et qui se sont dit intéressés par ce type d'expérience, et donc on les a déjà pré-inscrits dans cette étude. Mais pour ceux qu'on ne connaît pas et qui souhaiteraient bénéficier de ce traitement, je vous invite à ce moment-là à prendre rendez-vous avec l'un des médecins du service pour qu'on puisse vous voir, si vous pouvez, participer à cette étude, autrement dit, si vous répondez aux différents critères d'inclusion de cette étude. Et à ce moment-là, on vous inclura dans cette étude. Alors, ensuite... Muriel me demande comment participer aux études cliniques sur le pancréas artificiel. Elle dit qu'elle remplit les conditions qu'on expose. Donc je viens d'y répondre. L'étude EQUAL qui va démarrer avec le système 670G nécessite peut-être qu'on vous voit quand même dans ce cas-là en consultation, de manière à confirmer que vous répondez aux critères d'inclusion, et à ce moment-là on vous mette sur notre fichier de patients inscrits pour participer à cette étude. Maïté qui me demande si le Freestyle 2 va bientôt être remboursé. Donc j'ai déjà répondu à cette question, ou plutôt je n'y ai pas répondu puisque je n'en connais pas la réponse. Je n'en connais pas la réponse tout simplement parce que le laboratoire ne donne aucune réponse là-dessus. Peut-être lui-même ne le sait-il pas. Alors, Jessica me demande, lorsque l'on a une pompe, c'est une question intéressante, lorsque l'on a une pompe, est-ce qu'on peut la voir momentanément ou est-ce qu'on doit la garder à vie? Donc, lorsque vous avez une pompe à insuline, vous pouvez tout à fait la garder momentanément. C'est le cas par exemple de patientes diabétiques enceintes qu'on va mettre sous pompe durant la grossesse pour permettre d'optimiser, d'avoir le meilleur équilibre glycémique possible pendant la grossesse. Et si la patiente après la grossesse après l'accouchement ne souhaite plus garder cette pompe, on peut tout à fait l'enlever. Donc il ne faut pas avoir l'impression qu'en passant sous pompe, on y passe de manière définitive. À tout moment, vous pouvez repasser aux multi-injections si vous n'êtes pas satisfait par le traitement par pompe. D'ailleurs, quand on prescrit un traitement par pompe, dans le même temps, on prescrit ce qu'on appelle un schéma de remplacement qui permet d'avoir donc les injections en cas de dysfonctionnement de la pompe ou si vous n'avez plus envie d'utiliser votre pompe.
Alors il y a des gens aussi qui sont gênés par la pompe l'été, d'abord parce qu'ils n'ont pas envie forcément qu'on voit leur matériel, et puis même si la pompe est étanche, c'est vrai que c'est délicat des fois de se baigner avec. Donc dans ce cas-là, il y a des patients qui choisissent en fait les saisons d'été de revenir aux multi-injections pendant l'été, et après l'hiver et le printemps, ils restent, les autres saisons de l'année, ils restent avec la pompe, et ils enlèvent la pompe, ils refont les injections l'été. Alors, Nabil me demande la différence entre le lecteur freestyle libre et le nouveau dispositif Miao Miao. Alors, peut-être que vous avez vu, on a fait un article cette semaine, le docteur Radawi a rédigé un article sur le nouveau dispositif Miao Miao, qui est une sorte en fait de lecteur intelligent qui en fait permet aux patients qui sont sous capteur freestyle libre d'éviter de se scanner eux-mêmes. En fait, ils collent en fait le miao miao, c'est-à-dire ce qui est un lecteur de glycémie en fait, qui colle le miao miao sur leur capteur. Ce lecteur en fait va scanner toutes les 5 minutes va scanner le capteur, et donc va donner un résultat de glycémie que vous pouvez recevoir soit via un téléphone, votre téléphone, un smartphone ou Android, soit par une montre connectée. Voilà. Donc c'est ça le nouveau dispositif Miao Miao, ça évite, en fait, ça dispense aux patients qui est sous freestyle libre de se scanner. Le problème, c'est qu'il n'est pas remboursé. C'est un dispositif qui vient de Hong Kong et qu'il faut se faire acheminer, et qui coûte environ, si on ajoute les frais d'envoi, etc., qui coûtent aux alentours de 180 €. Donc c'est quand même pas gratuit. Néanmoins, c'est quand même tout à fait intéressant comme dispositif pour donc ceux qui ne souhaitent plus se scanner, ou ceux qui veulent utiliser le capteur freestyle, les capteurs freestyle libre 2 sans utiliser donc le lecteur. Donc ils peuvent utiliser ce dispositif. Alors, Marion me demande s'il y a des contre-indications absolues qui empêcheraient la mise en place d'une pompe à insuline. C'est une très bonne question, Marion, parce qu'effectivement, on a parlé des indications de la pompe, mais on n'a pas trop parlé des contre-indications. Il en existe. La plupart du temps, ce ne sont pas des contre-indications définitives, ce sont des contre-indications transitoires. La principale étant ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique proliférante ou pré-proliférante. Donc si vous avez du diabète dans les yeux, avec des hémorragies dans les yeux, ou en tout cas une rétine qui manque d'oxygène, et bien dans ce cas-là, il faut éviter absolument de faire des hypoglycémies, ou que l'équilibre du diabète s'améliore de manière trop rapide. Et donc dans ce cas-là, on contre-indique la mise en place d'une pompe qui peut effectivement exposer à une amélioration très rapide de l'équilibre glycémique. Donc elle est trop efficace, et du coup elle peut aggraver les lésions au niveau des yeux. Donc pour des patients qui ont une rétinopathie diabétique proliférante ou pré-proliférante, il y a une contre-indication transitoire à l'utilisation de la pompe. Il faut que le patient voie son ophtalmo, que l'ophtalmo fasse du laser, et lorsque le laser aura permis de stabiliser les lésions au niveau des yeux, on pourra tout à fait à ce moment-là mettre en place la pompe à insuline. Donc c'est la raison pour laquelle, avant toute mise sous pompe, on demande aux patients de faire un fond d'œil, ou d'avoir un fond d'œil qui date de moins de 6 mois, pour être sûr de ne pas être donc sur cette contre-indication-là. Jessica me dit qu'elle envisage une grossesse, elle demande si le remboursement n'est pas autorisé dans ce cas-là. Alors je ne sais pas de quel remboursement elle parle, si elle parle de la pompe ou du freestyle. Bien entendu, pendant la grossesse, on a un remboursement de ce dispositif. Donc on peut tout à fait il y a un remboursement évidemment pendant la grossesse.
Alors, Muriel me dit, pour mettre une pompe, il faut pour ça se piquer 3 fois par jour. Une seule fois, c'est bon aussi, en sachant que je fais une lentus de 40 unités le soir. Alors, il ne faut pas confondre deux messages que j'ai donnés. Je vous ai dit que pour pouvoir bénéficier du capteur Freestyle Libre, il faut avoir au moins 3 injections d'insuline ou être sous pompe. En revanche, quand on est diabétique de type 2, on peut tout à fait proposer à un diabétique de type 2 une pompe, même s'il n'est pas sous 3 injections d'insuline. Si par exemple il a ce qu'on appelle un traitement mixte, c'est-à-dire l'association d'une insuline le soir, d'une basale le soir et d'antidiabétiques oraux, on peut tout à fait proposer aux patients de passer de ce traitement à la pompe et ça va être totalement remboursé. Donc pas d'amalgame, attention. Ce que j'ai dit, c'est que c'était le remboursement du freestyle libre pour les diabétiques de type 2 qui ne s'adressait qu'aux patients qui avaient au moins 3 injections ou qui étaient sous pompe. Mais pour la pompe, on peut le mettre dès lors que le patient diabétique de type 2 nécessite de l'insuline. On peut tout à fait discuter à ce moment-là d'un traitement par pompe. Voilà. Alors, Ben Toko me demande s'il est possible de traiter le diabète uniquement par l'alimentation et la pratique du sport. Alors, je dirais malheureusement, alors déjà, Ben, tout dépend du type de diabète. Je ne vais pas vous faire une offense en vous disant qu'il existe deux types de diabète. Le diabète de type 1, qui est le diabète du sujet jeune, et qui est ce qu'on appelle un diabète d'origine auto-immune, c'est-à-dire que ce sont des anticorps que fabrique votre corps et qui vont détruire les cellules de votre pancréas qui fabriquent l'insuline. Dans ce cas-là, vous n'avez plus d'insuline et il vous faut pour vivre de l'insuline. Et donc évidemment, ce n'est pas la pratique du sport et l'alimentation qui va permettre de régler le problème. Donc dans le type 1, il est évident qu'on ne peut pas traiter le diabète uniquement avec l'alimentation et la pratique du sport. Pour le diabète de type 2, c'est un peu différent, parce que le diabète de type 2, si vous voulez, c'est un diabète qui est lié à la fois à une prédisposition génétique, c'est-à-dire il faut quand même que le patient soit prédisposé et des gènes prédisposants, même si dans sa descendance, il va pas, dans sa descendance, il ne va pas forcément trouver enfin chez ses ascendants, pardon, il ne va pas forcément trouver des diabétiques, mais enfin il y a toujours quand même une prédisposition génétique. Et sur ce terrain de prédisposition génétique, il y a ce qu'on appelle le surpoids ou l'obésité, donc des éléments de l'environnement qui vont favoriser une défaillance de la fabrication d'insuline. Mais cette défaillance va être progressive. Au moment où on va diagnostiquer le diabète de type 2, il y aura quand même 50% du pancréas qui va continuer à fonctionner et progressivement, ça va se dégrader. Alors, chez le diabétique de type 2, au départ en tout cas, effectivement, avec une activité physique régulière et une diététique adaptée, on peut parfois éviter d'avoir un traitement. Mais il ne faut absolument pas se dire je vais ne pas prendre de traitement et faire uniquement de l'activité physique parce que je vais protéger mon pancréas. C'est même le contraire. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que dès lors que avec une activité physique régulière et avec une diététique adaptée, votre hémoglobine glyquée dépasse 6,5 ou en tout cas 7%, il y a une indication impérative de mettre un traitement, en général des antidiabétiques oraux, pour éviter justement l'usure prématurée de votre pancréas. Donc il faut, je dirais que dans le diabète de type 2, l'activité physique et la diététique, c'est une condition nécessaire, mais malheureusement pas suffisante. Il faut souvent l'associer aux autres traitements du diabète. Alors, je continue à répondre aux questions. Alors, il y a des gens qui simplement m'exposent leur cas, mais ils ne me posent pas de questions, donc je passe. Alors, Keïssa me dit qu'elle est sous Humira pour la polyarthrite. Elle me demande si le capteur freestyle libre est contre-indiqué.
Donc la réponse est non, hein, je ne vois pas pourquoi ce serait contre-indiqué. Ce que je n'ai pas dit avec les capteurs, par contre, qu'il s'agisse du capteur Enlight ou du Dexcom G4 et G5, c'est que par contre, il pouvait être, la fiabilité pouvait diminuer en cas de prise de paracétamol. En revanche, avec le Dexcom G6, et c'est aussi un autre avantage dont je n'ai pas parlé du Dexcom G6, c'est qu'il n'interfère pas avec le paracétamol. Donc les données du capteur n'interfèrent pas avec le paracétamol. Donc c'est aussi un autre avantage parce qu'il y a quand même des prises chez certains patients itératives de paracétamol. Et c'est vrai que si le capteur doit donner des résultats perturbés par cette molécule, c'est embêtant. Voilà. Mais en tout cas, pour revenir à votre question, le capteur Freestyle Libre n'est pas contre-indiqué sous Humira. Ok, donc là je passe sur des questions concernant à nouveau les critères pour participer à l'étude sur le pancréas artificiel. J'ai déjà répondu à ces questions. Alors là, il y a des questions, concernant des tisanes, etc., enfin, donc, qui n'ont pas de lien direct avec le sujet, donc je passe. Je privilégie quand même les questions en lien avec le thème d'aujourd'hui. Zerouni me demande si la pompe est renouvelée annuellement. Donc la réponse est oui, dès lors que vous voyez régulièrement votre diabétologue. Puisque je vous rappelle que quand on est sous pompe, il y a du matériel qu'on appelle du consommable qui est envoyé par le prestataire de service, mais à condition que le patient voit régulièrement son diabétologue. Voilà. Donc les prescriptions d'ailleurs du consommable sont signées par le diabétologue. Donc il faut, pour le renouvellement du matériel, qu'il y ait un suivi régulier. Donc le suivi est important quand on est sous pompe. Le suivi est important de manière générale quand on est diabétique, mais tout particulièrement quand on est sous pompe à insuline. Quelqu'un me demande s'il est possible de changer de modèle de pompe. La réponse est bien entendu oui. Par exemple, si vous avez une pompe avec cathéter, quelle qu'elle soit, et que vous souhaitez passer à une pompe sans fil, donc une pompe patch Omnipod, vous pouvez tout à fait. Il faut quand même que le médecin valide cette modification de pompe. C'est pas le prestataire, vous ne devez pas voir uniquement seul avec le prestataire, hein, il faut quand même que le médecin soit au courant. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'être hospitalisé. Vous pouvez tout à fait faire ce changement, soit chez vous avec votre prestataire, soit dans le service, en ambulatoire. Alors, quoi d'autre Alors, Maïté me demande dans quel CHU on fait l'étude pour la tandem. D'accord. Donc, l'étude sur la tandem, moi j'ai la notion en tout cas que elle est réalisée effectivement à Montpellier, hein, par le service du professeur Éric Renard. Après, il faut vous renseigner. Là, je ne peux pas vous dire exactement. Je sais qu'à Montpellier, cette étude est réalisée. Dans le service, on n'a pas d'étude du pancréas artificiel concernant la tandem, puisque je vous ai dit, le matériel qu'on va tester, c'est le système 670G. Alors Mounir me demande si la taille prévient le diabète. Donc je pense que ça veut dire le tour de taille. Donc il est évident que, comme je vous... Alors là, il parle du diabète de type 2. Il est évident qu'il y a un lien entre tour de taille et diabète de type 2, puisque le diabète de type 2, dans 75% des cas, il est associé à une obésité, et donc une obésité généralement abdominale.
Donc effectivement, si on baisse en tour de taille, à défaut de pouvoir prévenir complètement le diabète, en tout cas ça peut retarder l'apparition du diabète. Et si vous êtes diabétique, le fait de baisser en tour de taille, ça vous permet de mieux équilibrer votre diabète et peut-être aussi d'alléger le traitement. Alors Vidal me demande que pensez-vous d'un diabétique de type 2 qui commence l'insuline tôt? Quand on a un diabète de type 2, effectivement, le diabète de type 2, c'est une maladie évolutive, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, quand on le diagnostique, il y a 50% du pancréas en général qui déjà ne fonctionne plus, et vous fonctionnez avec les 50% restants. Ces 50% restants, en général, ça permet d'éviter l'insuline pendant, je dirais, entre 15 et 20 ans, mais en général, au bout de 20 ans d'évolution, on est quand même obligé de mettre de l'insuline. Ce qui va faire que vous allez nécessiter de l'insuline prématurément, c'est soit si on a diagnostiqué faussement un diabète de type 2 alors qu'il s'agit en fait d'un diabète de type 1 lent, donc un diabète du sujet jeune mais qui s'est manifesté plus tardivement. Donc ça, c'est la première raison qui peut conduire à mettre de l'insuline rapidement. La deuxième raison, c'est si vous ne respectez pas les règles diététiques et si vous ne faites pas d'activité physique, à ce moment-là, effectivement, on va aller vers une inflation des traitements et on va en arriver évidemment très rapidement à l'insuline. Mais là, vous êtes quand même acteur dans votre maladie et c'est pour ça que plus on accepte vite son diabète, moins on est dans le déni de la maladie. Plus de temps on va pouvoir rester sans insuline parce que ça veut dire qu'on aura tout mis en œuvre pour éviter de retarder au maximum l'évolution vers l'insulinodépendance. Alors, beaucoup d'autres questions. Je vois, Jessica me dit, quand on a la pompe et qu'on doit se faire opérer, comment cela se passe? Il y a plusieurs possibilités. Soit on peut laisser la pompe en place et demander au patient de ne pas faire le bolus pour éviter de mettre le patient en hypoglycémie. Soit on enlève la pompe, on déconnecte le patient de la pompe et on reprend le schéma de remplacement. Voilà. Donc il y a plusieurs façons de faire quand on envisage, quand il y a une chirurgie qui est envisagée. Alors, une question sur la diététique sur laquelle je passe parce que je vous dis, ce n'est pas le thème du jour et c'était le thème de l'e-live de la semaine dernière. Alors, Leïla me demande combien de délai faut-il attendre pour un changement de pompe. En général, ça peut être très rapide. Il faut en parler à votre prestataire. Si le prestataire, à ce moment-là, se met en relation avec le médecin responsable pour valider le changement de pompe. Et à ce moment-là, ce changement de pompe peut très bien se faire à votre domicile, sans délai. Mounir Diary me dit, je ne comprends pas très bien sa question, y a-t-il autre chose qu'une pompe? Ce qui est sûr, c'est que non, tout ce qui est pancréas artificiel, il faudra qu'il y ait les 3 composantes du pancréas artificiel qui sont, comme je vous l'ai dit, le capteur de glycémie, la pompe à insuline et le cerveau du système qu'on appelle l'algorithme qui soit est directement intégré dans la pompe, soit est mis en place dans un smartphone. Donc dans ce cas-là, il y a 3 éléments, le capteur, la pompe à insuline et le smartphone. Ou alors, donc, comme je vous l'ai dit, la pompe dans laquelle est intégré l'algorithme et le capteur. Mais se passer d'une pompe, non. Actuellement, on n'a pas d'évolution dans ce sens-là. Alors, Kaina me demande si une expérience avec les analogues du GLP-1 chez le diabétique de type 1.
Alors, je ne devrais pas le dire parce que les analogues du GLP-1 n'ont pas l'AMM chez le patient diabétique de type 1, mais oui, j'ai une expérience, puisqu'on est amené parfois à faire des prescriptions hors AMM, hein, quand on le juge utile pour le patient. Donc j'ai certaines expériences, pas beaucoup, mais j'ai certains patients qui sont diabétiques de type 1 sous analogue et les résultats sont très bons. Avec une perte de poids importante et même, alors je ne sais pas par quel mécanisme exactement, mais même une amélioration de leur équilibre glycémique. Alors, Aurélie me dit qu'elle va se faire mettre une pompe 640G. Elle me demande si c'est mieux que les injections. Alors, c'est pas mon avis qui est important, c'est les études, ce que disent les études, donc ce que dit la littérature scientifique qui est importante. Et la littérature scientifique, actuellement, elle dit que chez les diabétiques de type 1, et même chez certains diabétiques de type 1 ou 2, la pompe fait mieux que les multi-injections. Donc oui, la réponse est oui, je pense que la pompe fera mieux que vos injections. Je vous ai dit en début de live que la pompe à insuline, c'était 40 000 patients diabétiques qui étaient sous pompe à insuline. C'est peu si on le rapporte aux 4 millions de patients ou aux 3,5 millions de patients diabétiques. Donc je crois que ce type de traitement est encore sous-utilisé chez le diabétique de type 1 et également chez le diabétique de type 2. Moi je pense qu'il est important de proposer ce traitement. Après on n'a pas à l'imposer aux patients, mais en tout cas les recommandations et tout ce qui est dans la littérature plaide en faveur du traitement par pompe à insuline. Alors Kaya me pose une question importante sur le délai elle me parle de délai moyen de satisfaction. Elle me parle je pense de qualité de vie, parce que ce qui est important, effectivement, et elle a tout à fait raison, c'est pas uniquement ce que va penser le médecin de son traitement, parce qu'en général, quand on prescrit un traitement, on pense qu'il va être efficace, et on le voit du côté de de nos critères, nous, de médecins. Mais ce qui est important aussi, et ce qui est peut-être le plus important, c'est ce qu'en pensent les patients. Et c'est leur qualité de vie, parce que si vous mettez à disposition du patient un dispositif qui améliore son diabète mais qui diminue sa qualité de vie, je ne suis pas sûre qu'il l'utilise à moyen terme ou même et encore plus à long terme. Donc concernant par exemple les pancréas artificiels, on sait effectivement, il y a beaucoup d'études en vie réelle qui sont en train d'étudier justement la qualité de vie et ce que pensent les patients du pancréas artificiel, donc de cette boucle fermée. Ce qui revient chez les patients, c'est que oui, c'est très bien, parce que ça diminue quand même la charge mentale du patient, puisque comme je vous l'ai dit, il y a quand même une administration autonomisée, en tout cas la nuit, de l'insuline, et effectivement ça améliore à la fois le temps passé dans la cible et l'équilibre glycémique. Mais ce qui ressort aussi, c'est que c'est quand même un dispositif assez lourd, surtout quand l'algorithme n'est pas intégré dans la pompe. C'est des pompes des fois avec cathéter, alors que certains patients préfèrent les pompes sans fil. Et puis, c'est pas complètement autonomisé, puisque les patients doivent annoncer leur repas, et certains trouvent que ça reste encore une contrainte trop importante. Voilà. Donc et puis, il y a aussi les gens qui ne supportent pas en fait qu'un dispositif fasse les choses à leur place. Ils ne font pas confiance au dispositif. Et si le patient ne fait pas confiance au dispositif, qu'il s'agisse d'une pompe connectée ou d'un pancréas artificiel, eh bien les résultats ne pourront pas être optimaux, puisque effectivement, si par exemple sur un arrêt prédictif d'hypoglycémie, le patient ne fait pas confiance à sa pompe et se dit ça ne suffit pas que la pompe s'arrête, je vais quand même me resucrer, et il va se mettre en hyperglycémie, donc le bénéfice sera perdu.
Alors que si le patient fait confiance à sa pompe, qui se dit ben, j'ai un arrêt prédictif hypo, donc j'ai pas besoin de me resucrer parce que la pompe va s'arrêter avant que je fasse une hypoglycémie, là il aura tout le bénéfice. Donc vous voyez toute l'importance de l'intégration et l'implication du patient dans le dispositif. Voilà. Donc on est encore loin avec les pancréas artificiels d'être sur des dispositifs qui satisfont pleinement les patients. Néanmoins, globalement, les patients reconnaissent quand même que c'est un plus. Alors, Vidal me demande pourquoi certains diabétos rajoutent de la metformine aux patients diabétiques de type 1 en plus de l'insuline. C'est tout simplement parce que la metformine, c'est ce qu'on appelle un insulinosensibilisant, c'est-à-dire que ça rend votre corps plus sensible à l'action de l'insuline. Et donc chez les patients diabétiques de type 1 qui ont de fortes doses d'insuline, qui sont insulino-résistants, donc qui sont souvent en surpoids ou obèses, et ben, le fait de rajouter de l'insuline permet de diminuer les doses, le fait de rajouter de la metformine permet de diminuer les doses d'insuline. Je vais répondre à une dernière question parce que je vois qu'on est déjà ensemble depuis 1h15, donc on va malheureusement devoir mettre un terme. J'étais tout à fait bien avec vous et je souhaitais encore répondre à vos questions, mais je vois que l'heure tourne. Donc peut-être une dernière question avec Julie qui dit qu'elle demande une pompe depuis 10 ans. Qu'elle a changé 3 fois d'hôpital et qu'on préfère la laisser avec les stylos alors qu'elle a fait 10 épisodes d'acidocétose. Alors effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. Julie, pourquoi on ne vous a pas proposé ce traitement par pompe? Après, je ne vous connais pas personnellement, je ne sais pas quelle est votre histoire. En tout cas, si vous avez fait des acidocétoses, c'est quand même que le diabète est très instable, très déséquilibré et que même avec une pompe, on ne pourrait peut-être pas répondre complètement à vos problèmes. Mais voilà, donc c'est difficile de vous répondre sans vous connaître, mais ce qui est sûr, c'est qu'on aurait dû au moins, je pense, vous en parler. Maintenant, comme je vous l'ai dit, la pompe ne règle pas tous les problèmes. Les pancréas artificiels, les capteurs de glucose, tous ces nouveaux dispositifs amènent un plus, mais ne règlent pas entièrement les problèmes. Voilà. Alors, Kaina me demande pompe et ramadan, votre expérience. Ben, en général, les expériences sont bonnes, puisque le ramadan, puisque dans une pompe, c'est une infusion continue d'insuline, donc avec ce qu'on appelle un débit de base ou plusieurs débits de base en dehors, qui amènent la quantité d'insuline nécessaire en dehors des repas. Et au moment des repas, on va envoyer des bolus. Donc quand vous faites le ramadan, il n'y a rien de plus simple avec la pompe, puisque le débit de base, vous pouvez le laisser en l'état, puisque les besoins en dehors des repas, normalement, ne vont pas changer, sauf si vous modifiez votre activité physique, auquel cas, il faudra réajuster peut-être le débit de base. Et les bolus, vous les ferez au moment où vous mangez. Donc si vous mangez une fois la nuit, eh ben, vous en ferez un. Si vous mangez 2 fois la nuit, vous en ferez 2, etc. Voilà, donc c'est un traitement qui est tout à fait adapté pour les patients également qui font le ramadan. Voilà, donc je crois qu'on a répondu, j'espère avoir répondu à un certain nombre de vos questions. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, de continuer à poser vos questions. On pourra éventuellement refaire une live sur le sujet. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.